Bonjour et bienvenue à Créer en ondes. Aujourd'hui, on reçoit Massy avec nous. Ici Laurence Lage, coproductrice du Gala Influence Création, avec Maude Belleval, ma co-animatrice pour aujourd'hui, qui est aussi coproductrice du Gala. Donc, Massy, merci d'être avec nous. Merci de me recevoir, c'est super apprécié. On est super content de t'avoir ici aujourd'hui. Avant de commencer, on se fait un petit cheers de puff? Oui, bonne idée. Ah oui. Let's go. Ah oui. On va la mettre de même. Tu sais, ce matin, quand tu m'as dit que j'allais en avoir, j'arrêtais pas d'y penser dans la voiture. Donc, si vous permettez, j'ai Pour vrai, juste cette vraiment sorte-là, hâte. je la Teste les connais, gens. mais celle-là, je sais pas c'est laquelle. Attends, on va essayer de deviner, OK? Là, Grande fan ici. Je vais essayer de faire un bel effet sonore. Attends. Ouais, c'est ça. Wow! Incroyable! J'essaie de ne pas en échapper partout un instant. Excellent. On va faire du ASMR. On doit reconnaître que c'est bon pour l'âme. Merci beaucoup Toujours pour... bon. Avec le café, pour vrai, c'est parfait. C'est quoi les deux saveurs que vous avez pris? Pour vrai, je Aucune sais pas. idée. C'est-tu, Anto? C'est-tu genre On a, Nutella biscuit et... Mais ça, c'est Choco Loco, je pense. Pas mal sûr. Puis l'autre, je pense, c'est caramel. Tarte au citron. Ah, bon. Excellent. Non, ils sont tous aux tartes au citron, techniquement. Ah, OK. Excellent. Bon, en tout en cas, tout merci cas, beaucoup clairement, pour c'est cette... pas de C'est tarte bon, au j'en citron. prends un autre. Merci pour cette entrée sucrée. J'en prends un petit dernier avant qu'on commence. Let's go. Excellent. Bon, on garde ça pour plus tard. Et là, Donc- vous m'avez lancé avec du sucre. Là. Moi, je suis pas le même avec du sucre. Là. Vous allez avoir les meilleures réponses que vous avez jamais eues de votre vie. Genre. C'est parfait. Ça va mettre un petit vibe. Bon, on y va tout de suite. Première question. Peux-tu nous expliquer comment tu as commencé à faire du contenu et pourquoi? Ouais, ben j'ai commencé en 2013. J'ai commencé parce que j'étais intimidé à l'école. C'est ça la vraie réponse. Puis j'avais rien à perdre de me lancer sur Internet. À l'âge de 14 ans, je venais tout juste d'avoir 14 ans. Donc, on le sait, à 13-14 ans, il y a beaucoup de défis qu'on vit vis-à-vis nous-mêmes. Il y a une certaine présence qu'on essaie d'avoir à l'école, dans la cour de récré, dans les bancs d'école, dans les classes. Donc, comme j'avais l'impression de ne pas avoir ma place, ma seule manière de faire ma place comme jeune de 13-14 ans, c'était d'extrapoler les gens qui m'intimidaient, d'extrapoler les situations que je vivais, puis d'en rire au lieu d'en pleurer. Donc, ça a été ça l'élément déclencheur, c'était de lancer des sketchs en 2013. Pour certains drôles, pour d'autres non. Puis là où vraiment j'ai senti que ça avait commencé pour de bon, c'est quand ton propre ennemi te dit « Hey, en passant, la vidéo que t'as faite, là, c'était quand même bon, là. » Ça, pour moi, ça avait commencé. C'était de partir d'une situation où je me sentais intimidé à réussir à faire rire mes propres ennemis. Donc, ça a été ça le déclic de lancer ma chaîne YouTube. Tu as commencé sur Facebook, hein, je pense, puis YouTube. Les deux, comment ça passe? Beaucoup de gens pensent que j'ai commencé sur Facebook, mais c'est faux. En 2013, j'ai lancé ma chaîne YouTube. Je venais d'avoir 14 ans. C'était le 21 février 2013. Et mon anniversaire, c'est le 17 février. Si jamais vous voulez m'offrir des Mr. Puff pour mon anniversaire. Parfait, c'est noté. Et quand j'ai lancé cette fameuse chaîne YouTube-là, ça fonctionnait pas comme je voulais. Sincèrement, je mettais plusieurs heures par semaine, puis je skippais mes petites maths de secondaire 3 pour faire ces vidéos-là. Et je gagnais probablement un abonné par semaine, puis c'était un membre de ma famille en Algérie. Donc, Ne faites pas ça. Ne lâchez pas l'école pour faire du YouTube à 13 ans. Continue. ben, j'avais pas arrêté l'école, mais c'était une manière pour moi de m'évader un petit peu Ben de oui. l'aspect social de l'école. Donc, ça fonctionnait pas comme je voulais. Donc, 2 ans après, environ 1 an et demi, 2 ans après, j'ai déménagé. On s'est rapproché de Montréal et je lançais mon année en secondaire 4. Il faut savoir que l'école devient plus compliquée un peu. J'avais pris des maths fortes, sciences fortes, donc j'avais moins le temps pour faire des grosses vidéos YouTube. Tu sais, le format YouTube est assez lourd à produire. Et là, je me dis, je vais faire des vidéos plus simples sur Facebook. Et j'avais 300 abonnés sur Facebook. 1 an après, j'en avais 100 000. Et passer de 300 abonnés à 100 000 abonnés en 2015, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Et donc, cette ascension-là m'a montré que, OK, wow, cette plateforme-là me parle. Je parle à la plateforme. Et donc, c'est là que les gens ont commencé à me connaître. Et c'est pour ça que les gens ne savent pas que j'ai commencé sur YouTube. C'est qu'il y a eu cette ascension assez incroyable et exponentielle sur Facebook de 2014 à 2015. Je trouve ça vraiment
intéressant et mature, en fait, le fait que tu te sois lancé sur les réseaux sociaux pour un peu combattre l'intimidation. Quand on parle beaucoup d'intimidation, en plus, sur les réseaux sociaux de nos jours. Fait que tu as fait comme l'inverse. Puis est-ce que tu as vécu par après comme un petit peu, justement, l'envers de la médaille de l'intimidation due à tes vidéos? Ça l'a vraiment fait, justement, que, comme tu dis, la personne qui t'intimidait était comme, hey, finalement, tes vidéos sont chill. Tu deviens immunisé. C'est un autre type d'intimidation. C'est une intimidation un peu plus impersonnelle. Mais c'est une intimidation qui m'a jamais fait peur comme celle de la vraie vie m'a fait peur. Et je ne décrédibilise pas la cyberintimidation, pas du tout. Mais cette attention négative que j'ai eue des gens qui commentaient négativement mes vidéos, à la limite, c'était de la publicité gratuite. Je me dis, cette personne-là, j'ai pas réussi à la faire rire, c'est pas grave. Mais quand tu es dans la cour de récré, que tu as des gens qui ont vraiment des intentions violentes envers toi, cette peur-là que j'ai ressentie, et je l'oublierai jamais, et qui a été précurseur de lancer ma chaîne YouTube, c'est un autre niveau. C'est vraiment un autre niveau. Cependant, là où ça a commencé à devenir assez grave, c'est quand certaines personnes voulaient passer du numérique vers la vraie vie. Et là, j'en ai des anecdotes. J'étais dans un café et il y a une gang qui est venue me voir, des jeunes adolescents. Ils m'ont dit « Hey, on sait que t'es connu, est-ce que tu permets qu'on fasse une petite photo avec toi? » J'ai dit « Ouais, ça va me faire plaisir. » Ils ont pris la caméra, ils ont tourné la caméra vers eux et ils ont dit « Bro, c'est une joke, genre, on s'en fout de toi. » là. Et je vais pas dire ce que j'ai fait après, mais ça m'a sincèrement énervé. Et oui, la cyberintimidation est réelle, puis elle peut même se répercuter sur la vraie vie. Puis les réseaux, ça peut être un risque. Mais moi, comment je le vois, c'est que j'ai beaucoup eu plus de positifs avec les réseaux sociaux que de négatifs. Et donc, malgré les expériences que j'ai vécues en vrai ou sous forme de cyberintimidation sur Internet, le outcome, la manière dont ma personnalité s'est construite avec les réseaux sociaux, la manière dont j'ai développé certaines compétences vis-à-vis moi-même, la communication, parler, divertir, faire rire, avec une simple caméra puis un clic sur Internet, il n'y a aucune forme de cyberintimidation qui pourra accoter ce outcome-là, si je me permets l'anglicisme. Non, puis éventuellement, on s'habitue. C'est plate à dire un peu, là, mais nous, on l'a vécu aussi avec le gala, que c'était pas, on n'était pas des personnes autant publiques, mais avoir un projet autant public, on l'a vécu un peu ça, de l'opinion de tout le monde, de moi, j'aurais pas fait ça de même, puis... Mais la différence, c'est que c'était pas non plus notre visage qui était associé. Exact. C'était le gala, fait que le détachement était beaucoup plus facile pour nous personnellement. Mais c'est pour ça aussi que la deuxième année, on a choisi la cause Le Ciel, dans le fond, qui est aussi par rapport à tout ce qui est cyberintimidation et tout ça, parce que c'est un sujet qui nous touchait vraiment beaucoup. Mais c'est une très belle cause. C'est sincèrement une très belle cause. Puis j'ai fait quelques collaborations avec des organisations sur l'anxiété, la cyberintimidation, l'anxiété en ligne. Et cette cause me touche personnellement beaucoup parce que c'est probablement qu'est-ce qui fait le plus douter les gens de se lancer en tant que créateur de contenu. C'est ce fameux regard extérieur. Et quand ce regard extérieur-là se transforme en réelle intimidation en ligne, il faut faire attention. Il faut faire vraiment attention. Puis moi, n'importe quelle personne qui hésite de se lancer sur les réseaux, je peux leur dire de manière très honnête, le risque existe. Ce serait un mensonge de dire que le risque n'existe pas. Mais le outcome que tu vas avoir, les résultats que tu vas avoir sur ta personnalité en fonçant dans cette passion à fond, c'est indescriptible. Tantôt, tu parlais... Excuse, je ne l'ai pas coupé, tu s'en tantôt, tu parlais justement qu'il y a eu une ascension rapide sur Facebook, tu sais, 100 000 abonnés rapidement. Tout ça, y a-tu comme un moment, une vidéo qui a vraiment fait que ça a décollé un peu, qui est devenu viral, ou ça s'est vraiment fait progressivement? Les premières vidéos qui ont vraiment commencé à avoir un certain résultat, c'est quand j'ai eu mes premiers 20 000, 30 000 abonnés d'un coup sur Facebook. C'était des musiques que je faisais avec mes personnages. Donc, je faisais des personnages, ils chantaient des musiques, puis c'était un gars qui s'était retrouvé avec une autre fille, puis là, j'avais le personnage de Julie qui était jalouse justement de ce gars-là. Je pense que je me rappelle de ça. Ça a été vraiment, mais... Puis moi, je m'y attendais tellement pas parce que, personnellement, c'était vraiment pas mes vidéos que je trouvais de plus qualité, mais au final, ça a vraiment plu. J'en ai fait quelques-uns, puis ça m'a permis d'avoir ma première ascension. Cette ascension-là initiale n'a rien à voir avec celle qu'il y a eu 3 ou 4 mois après, puis c'est une vidéo que beaucoup de gens connaissent. C'est l'imitation d'une fille populaire qui a 500 likes sur sa photo de profil et qui dit « Bitch, tu t'assois ». Cette imitation de personnage-là, c'est pas juste que je m'y attendais pas, c'est un choc, là. Du jour au lendemain, dans toutes les écoles secondaires du Québec, en fait, même les amis qui étudiaient à l'université avec ma sœur disaient cette phrase-là, alors que moi, j'étais juste en secondaire. Je lançais secondaire 5 à l'époque. C'est un boom que... C'est fou quand même. Hein, j'y crois même jusqu'à aujourd'hui, j'y crois pas à 100%. Quand les gens me remémorent cette fameuse vidéo-là, je suis comme « Ah!
le cheat code, le truc dans ma vie que jusqu'à aujourd'hui je comprends pas. Ouais, c'est moi qui ai fait ça. Oui, c'est moi. Je ne peux pas te justifier comment c'est arrivé. Je peux pas. Parce que c'était plus qu'exponentiel. Pour moi, c'était une simple imitation. Mais dès que j'ai vu que cette fameuse phrase-là a accroché, bitch, s'assoit, jusqu'à aujourd'hui, j'y crois pas. Ça a fait le tour du Québec. Kendrick Lamar, 1 an après, a sorti bitch, c'est dans, be humble. C'est dans. J'étais comme, bro, tu m'as copié, man. Tu m'as copié. C'était tellement rendu gros que pour vrai, il y avait des gens qui doutaient littéralement que Kendrick Lamar était tombé là-dessus ou que son agent a dit, hey, Kendrick, there's a guy in Quebec who got a lot of subscribers by doing this, bitch, tu t'assois. Maybe we could translate it in English and do like, bitch, sit down, be humble. Bref, mes avocats sont toujours sur le coup. Et j'espère avoir. Excusez-moi, je vais arrêter le personnage. Bref, ça a été un gros mouvement. Ça a été un très gros mouvement. Ce fameux. Est-ce que. Parce que t'es devenu viral avec ça sur Facebook principalement, c'est ça que tu disais tantôt? Ah, plus que Facebook. Mais après ça a voyagé partout, c'est sûr. Mais est-ce que tu dirais que maintenant, c'est quoi ta number one plateforme, là? Les chiffres que j'ai réussi à faire avec Facebook en 2015 jusqu'à 2016, c'est une ascension qui a duré 1 an quand même. J'ai jamais réussi à avoir une plateforme qui a à côté ces chiffres-là. C'était quelque chose comme 155 000 abonnés à l'époque. En 2015-2016, c'est l'équivalent d'avoir 1,1 million d'abonnés aujourd'hui. Là, parce que c'était un marché qui était 99% québécois. Il n'y avait aucun Français là, ou Belge qui disait but tu t'assois, mec! Non, c'était 100% local et c'était un mouvement reconnu par tous les jeunes et jeunes adultes du Québec. Donc, c'était tellement un mouvement concentré qu'il était indépendant de toute plateforme. J'allais à la ronde. On me reconnaissait à chaque coin de rue. Encore aujourd'hui, quand je fais des publications boostées avec des clients, ils mettent de l'amplification. Il y a des gens qui commentent « Ah, c'est pas le gars... Je sais pas pourquoi j'ai pris cet accent. C'est pas le gars qui a fait Bitch s'asseoir. » Excusez-moi, je parle à tellement de types de... Je sais pas pourquoi j'ai pris un accent comme ça. On fait ça comme ça, là, ça va, on est d'accord. On a plusieurs invités aujourd'hui. Ça m'a choqué, sincèrement. Cette ascension-là m'a choqué. Et jusqu'à aujourd'hui, pour me répéter encore une fois, j'y crois pas à 100%. Ça a été quand même, et j'ai pas honte, le fondement d'une carrière en tant que créateur de contenu, cette fameuse phrase. Parlons de, justement, carrière en tant que créateur de contenu. Pour toi, c'est quoi une carrière en tant que créateur de contenu? Qu'est-ce que ça comprend, le métier de créateur de contenu? Moi, il faut savoir que créateur de contenu, ça a toujours accompagné ce que j'aime faire, c'est-à-dire faire rire et animer. Donc, au final, tout en faisant de la création de contenu, j'étais aussi animateur à Radio-Canada, Télé-Québec, puis tout en étudiant en ingénierie aérospatiale, j'ai eu mes premiers gigs à la télévision. Donc, au final, la création de contenu, ça a été ça ma porte d'entrée dans le monde artistique, dans le monde des médias, dans le monde de la télévision aussi, puis ça a été comme un peu ce pont vers mon identité en tant qu'artiste. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Créateur de contenu, indépendamment de la télévision, indépendamment de tes apparitions sur les médias traditionnels, c'est une plateforme en soi. C'est une occupation en soi. Et avant quoi, on avait un créateur de contenu par ville, genre. Aujourd'hui, on n'est plus là. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle un phénomène de démocratisation à l'accès de création de contenu. N'importe qui peut utiliser des outils intégrés à TikTok, des outils intégrés à Instagram Reel et devenir un créateur de contenu, faire du contenu organique, s'amuser, tester des restaurants. Donc, la limite entre un citoyen numérique normal et la création de contenu est beaucoup moins claire que ce qu'elle l'était il y a 10 ans, que pour faire de la création de contenu, ben, tu devais avoir ta petite caméra, tu devais mettre ton 5 heures de montage, tu devais publier la vidéo, avoir 1 vue, 2 vues. Ta mère, ton père. Ta mère, ton père, voisin. ton chien selon son quotient intellectuel. Tu sais, comme chacun c'est son... Je sais pas, bref. Fait que tu te lances en tant que créateur de contenu en 2013 et tu te lances en tant que créateur de contenu en 2024. C'est pas du tout la même chose. Mais je suis content parce que cette ascension, cette démocratisation-là de plusieurs créateurs de contenu est aujourd'hui plus encadrée. À l'époque, ça l'était pas du tout. Je veux dire, les premières agences, je m'en rappelle encore, pour encadrer, représenter les créateurs de contenu. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir l'Association des créatrices et créateurs de contenu du Québec. On a la chance d'avoir beaucoup plus d'agences. On a la chance d'avoir des contrats rémunérés à une juste valeur. On a la chance d'avoir vraiment beaucoup plus de parties prenantes pour encadrer le métier
Puis c'est encore de le créateurs de début, contenu. là, tu sais. Nous-mêmes, on travaille sur plein de chantiers en ce moment avec l'association pour rendre ça encore plus concret, qu'il y ait de plus en plus de gens qui aient envie de faire ça. Je veux dire, il y a de plus en plus de créateurs, mais de la place encore pour en avoir plein, là. It's a work in progress, c'est sûr. Il y a Absolument. encore beaucoup à améliorer. Justement, c'est quoi, tu penses, toi, qui a amélioré, mettons? Tu sais, tu parlais des contrats justes et tout ça. Il y a des créateurs qui disent pas nécessairement la même vision que toi là-dessus au niveau de la tarification juste. Y a-t-il des choses, toi, que tu trouves qu'il reste encore à améliorer des chantiers? Le prix du marché, il est vraiment sous-estimé. Il est excessivement sous-estimé. Quand une compagnie mandate un créateur de contenu, elle ne se rend peut-être pas compte qu'elle a non seulement des livrables vidéo, photos, mais elle a aussi accès à une diffusion organique avec une notoriété qui a été construite sur plusieurs mois, plusieurs années, plusieurs décennies même des fois. Et ce package deal-là auquel elle a accès fait en sorte qu'il y a une économie d'échelle dans les négociations, qui fait en sorte que certains créateurs de contenu se ramassent à remplacer, sans exagérer, peut-être 10 à 15 personnes pour un tarif qui ne remplace même pas un salaire sur 2 semaines de certaines personnes. On a beau penser que certains créateurs de contenu signent des ententes, vraiment, on entend beaucoup sur les réseaux, de plusieurs milliers. C'est bien. C'est souvent pas le cas. Les télé, avant, c'était beaucoup plus cher que ça. Là, je suis content qu'il y ait une certaine ascension. On reconnaît de plus en plus la valeur des créateurs de contenu, mais moi, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, j'entendais des gens qui chargeaient 400 $ pour création d'une vidéo, diffusion sur YouTube, diffusion sur Instagram Reel, TikTok, petit cadeau en story, story à la une, boosté sur 10 000 $ de publicité sur 3 mois. Et tu parles avec le créateur de contenu, tu te dis, est-ce que tu te rends compte que ce magnifique livrable que tu as produit correspond à 1% du budget de la compagnie mère derrière? Moi, j'ai déjà parlé avec des créateurs de contenu, ils étaient choqués. À la limite, ils se sont mis en position fétale devant moi, ils étaient comme quoi? Ouais, parce qu'ils sont pas assez éduqués, parce qu'ils sont pas assez bien représentés, parce que on leur permet de donner un prix aussi bas. Tu sais, en tant que compagnie, t'approches un créateur de contenu, tu vois la valeur qu'il te ramène. Oui. Il faut fixer un standard. Certainement. Puis, sinon, à part le créateur, c'est qui Massy? À part le créateur, puis à part tout le monde artistique, je me considère surtout comme un entrepreneur. Je me vois comme un acteur d'innovation. Je viens tout juste d'avoir le titre d'ingénieur. Félicitations, d'ailleurs. Merci. Justement, hier soir, on fêtait ça avec des amis. C'est une étape excessivement importante dans ma carrière et je ne me décrédibiliserai pas sur les efforts qui ont été fournis pour atteindre ce titre professionnel-là. Et donc voilà, moi, je suis intéressé par le monde de l'entrepreneuriat et j'espère pouvoir unir mes connaissances, mon savoir pour un jour être un acteur d'innovation dans le monde technologique, dans tout domaine qui nécessite des améliorations. Puis c'est un pont que j'essaie de construire depuis tellement d'années, le pont entre les arts et les sciences, et au final, je l'ai trouvé. C'est l'entrepreneuriat, c'est de créer des idées nouvelles et utiles pour changer le monde qui nous entoure. C'est comme ça que je m'identifie en tant que Massy Mayou, non créateur de contenu. Fait que c'est quoi ton projet d'entrepreneuriat actuellement? Je travaille sur plusieurs projets entrepreneuriaux. Certains, je préfère les garder privés tout simplement parce que ça viendrait confondre mon public. Mais récemment, j'ai lancé avec des associés une compagnie qui s'appelle Glitch. Glitch, c'est quoi? C'est une plateforme numérique, une application mobile et un portail web qui permet de faire le pont entre des entreprises qui ont une expérience à offrir et des créateurs de contenu, des talents, des influenceurs qui ont la notoriété pour faire rayonner ces marques-là et vivre ces expériences-là. Donc, dans le jargon du PR, on appelle ça les invitations médias. Donc, Glitch est une compagnie qui viendra mieux encadrer quelque chose qui n'est pas encore très bien encadré par les agents sur le marché en ce moment, les invitations médias, hashtag, expérience reçue, etc., etc. Comment tu vois cette plateforme-là évoluer à travers le temps? Je la vois devenir une solution technologique pour encadrer tout processus d'influence, mais pour l'instant, je pense que sa mission principale est primordiale, elle est importante et elle est urgente, c'est mieux encadrer les invitations médias au Québec. Parce que en tant que créateur de contenu, parle avec n'importe quel influenceur, n'importe quel talent, il va te dire « Ah, je reçois minimum 6 invitations par mois, j'en oublie certaines. Des fois, j'ai l'impression d'arriver sur place, que ce soit pas clair. Il y a une petite liste de présence avec un crayon, avec un stylo.
c'est pas bien encadré. Et donc, autant pour les entreprises que pour les créateurs de contenu, avec mes associés, on a lancé cette plateforme-là pour faciliter, en fait, les processus de tout le monde. Pourquoi c'est important aussi d'encadrer? C'est que beaucoup de gens ne font pas d'argent avec ça. Les créateurs de contenu, souvent, ne font pas d'argent avec les invitations médias, et c'est correct comme ça. C'est une invitation média, c'est une expérience, on invite. Mais les agences qui représentent aussi les créateurs de contenu, leur temps qu'ils mettent à gérer ces invitations-là, ne font pas d'argent non plus. Donc, au final, on veut, pour quelque chose qui ne fait pas d'argent, mieux encadrer et faire en sorte que ce soit le plus facile possible. Puis au final, la vraie finalité de Glitch, c'est de permettre aux créateurs de contenu d'être mieux remarqués par certaines agences. Il y a plein de créateurs de contenu issus de minorités visibles qui ne sont pas encore remarqués par des agences. Des danseurs, des rappeurs, des chanteurs, des gens qui ont 5, 10 000, 15 000, 20 000 abonnés, qui sont vus par un public qui leur correspond, des minorités, etc., mais ils ne sont pas vus par, et on ne va pas se le cacher, beaucoup d'agences ne sont pas contrôlées par ces minorités-là et donc ne les voient tout simplement pas. Qu'est-ce que tu en penses de ça, justement? Dans le sens où ça, c'est une question pour laquelle on se préoccupe beaucoup au niveau de l'association et du gala. On essaye le mieux possible de représenter la création de contenu au Québec. Puis la création de contenu au Québec, ça a divers types de voix, diverses orientations, diverses origines. Est-ce que c'est quoi la situation en ce moment pour la représentation immigrante, mettons, à ce niveau-là? Il faut créer des opportunités. Il faut les créer du mieux qu'on peut, mais il faut surtout briser le tabou. J'ai beaucoup d'amis issus de communautés maghrébines, parce que moi-même, je suis maghrébin, qui m'ont dit « Oh, vas-y, Mansi, tu sais, ils vont jamais nous remarquer. Toi, t'as tes émissions à Radio-Canada, t'as tes émissions à Télé-Québec. Moi, jamais j'aurais... » Puis c'est des créateurs de contenu, des amis à moi qui ont du talent. Là. Quand je te parle de talent, ils sont drôles. Là. Et je leur dis « Parce qu'il y a un tabou. Il faut briser le mur entre la culture québécoise et la culture des immigrants. » Il manque quelques ponts. Il manque quelques... Ce tabou-là, il vient d'où? Il vient des deux côtés, réellement. En tant qu'immigrant, je veux dire, il vient des deux côtés. Il y a cette répulsion de la part des immigrants sur les médias traditionnels québécois ou les médias numériques québécois. Et il y a cette non-visibilité-là de la part des marques. Donc, il ne faut pas mettre la faute sur les marques, sur les organisations. Il ne faut pas mettre le poids non plus sur les immigrants. C'est juste de briser ce tabou, de continuer à faire du contenu comme on le fait en ce moment, de continuer à en parler puis dire « Hey, genre... ton talent, on le voit, on le remarque. Voici cette opportunité. Enjoy. » Ou t'es invité au gala. Ou t'es invité au gala. Donc, ce fameux tabou, puis en passant, j'ai beaucoup aimé la deuxième édition de Influence Création. J'ai vu beaucoup de gens issus de minorités visibles. Je pense qu'il y a vraiment un effort qui a été mis pour aller chercher des créateurs de contenu qui ne sont même pas encore remarqués par certaines agences. Donc là-dessus, je vous félicite. C'est très bien. La mission n'est pas terminée, mais certainement, la mission est en cours. Donc, je prends ce moment-là dans le podcast pour vous féliciter pour les efforts qui sont mis. C'est vraiment reçu et apprécié. Vraiment. Comme tu dis, c'est en cours. On le sait qu'on a encore... On va toujours avoir du travail à faire, je pense, à ce niveau-là. Mais merci de l'avoir remarqué. Mais on voit que les gens ont show up et de plus en plus. Puis on a des conversations avec plein de gens là-dessus. Puis on veut vraiment s'en préoccuper. Puis ça répond bien. On va dire ça de même. Ça répond bien. Ça répond très bien. Puis j'étais là et je l'ai vu. C'est pas juste, à la façade qu'on dit ça. Dans les conversations entre les créateurs de contenu, dans la file d'attente vers l'événement, on en parle. C'était très beau comme événement. Donc, félicitations. Pour les créateurs, justement, qui nous écoutent, de un, est-ce qu'ils peuvent déjà s'inscrire, par exemple, sur Glitch? Sur Glitch, c'est possible de... Non, aucun problème. Même moi, des fois, je m'en fâche. Glitch. Glitch. Donc, sur Glitch, en fait, c'est déjà possible de s'inscrire. On est en soft launch en ce moment. Ça veut dire que les créateurs de contenu peuvent déjà rentrer dans la base de données de Glitch, faire leur vérification. Parce que sur Glitch, c'est très important de vérifier, dans le fond, l'authenticité puis la vraie origine de l'inscription du créateur de contenu. Donc, ils peuvent déjà s'inscrire, faire leur vérification. Puis, quand ils vont arriver sur l'application, ils vont être en attente, en fait. Il y aura un certain délai avant qu'on fasse le lancement officiel. Donc, vraiment le hard launch de Glitch. Et on est toujours en travail là-dessus. On veut offrir une expérience initiale le fun pour ces créateurs de contenu-là. Donc, je vous tiendrai au jus sans aucun problème. Excellent. Puis là, justement, il y a quand même des jeunes créateurs de contenu, des créateurs de contenu qui commencent, là, qui nous écoutent actuellement. T'aurais-tu des conseils, justement, pour les créateurs qui commencent sur les réseaux sociaux? Moi, j'ai vraiment pas le goût de prendre la porte que tout le monde prend pour expliquer comment rentrer. Il faut que tu sois authentique. Non, mais parlons de l'authenticité. Je vais me permettre, c'est vrai en passant, c'est très vrai, c'est juste que c'est souvent répété comme message clé. Je vais aller ailleurs, c'est de rater. Je veux que tu rates. Fais une vidéo qui fait rire personne.
Puis Vas-y, vis je te avec, donne le là, genre. défi de rater. Si t'es quelqu'un qui veut devenir créateur de contenu et qui a peur du jugement, qui a peur d'être mal vu par certaines personnes, qui a peur du jugement de la famille, rate, man! Essaye-le! C'est la première barrière à enlever, là. Tu verras que Souvent, c'est le beaucoup jugement. plus facile. Tu verras que c'est beaucoup plus facile de réussir que de rater. Je te donne le défi de rater. Je te donne le défi de te donner au maximum et rater. Le plus vite tu te plantes, le plus vite tu apprends. Fait que, Ouais. C'est- 100%. Et tu sais quoi, ça risque de pas arriver. Beaucoup de gens vont faire rire leurs proches pour la première fois. Oui, il y aura certaines choses à améliorer, mais même moi, mes parents étaient perplexes au début. Puis aujourd'hui, mes parents ont jamais été aussi encourageants. Ma mère, c'est genre ma deuxième manager. Elle est comme, mais c'est comment ça se passe déjà avec le client? Tu m'avais dit, oui. Mon père, il me fait des suivis. Même mes parents qui n'ont jamais vu ce phénomène de leur vie en 2015-2016 ont fini par comprendre, apprécier, encourager. En ce moment, le métier est beaucoup plus compris qu'il y a 10 ans. Mais oui. Essaye, rate. Vas-y, essaye, rate. Je te mets au défi, rate. C'est ça mon conseil. J'adore ça. Puis c'est le fun que tu parles de ta relation avec tes parents par rapport à ça, parce que je pense que c'est quelque chose que pour discuter avec beaucoup de créateurs, que des fois c'est mécompris auprès de leurs parents, leur métier, tout ça. C'est quelque chose qui nécessite beaucoup d'explications. Fait que toi, de ton côté, ça a-tu été ça au début, puis maintenant ça va mieux, ou ça a tout le temps été comme let's go, puis... Par rapport aux parents, Ouais. au début, j'ai rien contre mes parents, mais c'est comme si tu présentes le néant. C'est à ça, des c'est gens. un autre monde, là. C'était pas le métier de créateur de contenu, c'était pas la même chose en 2013 qu'en 2024. Quand j'ai dit à ma mère, maman, je vais commencer à porter des perruques sur Internet, et elle était comme, oh my God. Oh my God. D'accord, Massi, écoute, tant que tu prennes pas de drogue, moi ça me va. Ça a été littéralement ça la réaction. Ça a été une réaction vraiment de comme, qu'est-ce que mon fils fait? Et même quand j'ai commencé à faire des vidéos, que j'ai commencé à montrer, ils comprenaient pas nécessairement à 100%. Ils se disaient, ma mère, je me rappelle à l'époque, elle me disait, mais Massi, pourquoi tu fais rire les gens alors que eux ils étudient? Tu fais pas d'argent, tu fais pas d'argent, il y a 4 personnes qui ont vu ta dernière vidéo. Qu'est-ce que tu gagnes? Je disais, ça me change les idées, j'adore, maman, c'est juste la passion pure. Mais quand elle a vu que ça m'a permis de construire ma première tribune de 100 000 abonnés, quand elle a vu qu'on m'a offert une émission à la télévision, et mes parents savaient c'était quoi la télévision, évidemment. Ben oui. Quand ils ont vu que c'était un monde réel et non juste un monde où je portais des perruques pour porter des perruques, que je faisais des personnages qui ont été vus par des productions, vus par des agences, vus par des clients, ils ont compris. Ils ont Mais compris. c'est aussi une question de génération parce que en ce moment, les enfants qui sont à l'école puis qui veulent devenir YouTubers puis qui ont 12 ans, ils doivent encore un peu expliquer à leurs parents c'est quoi TikTok, tu sais. Alors que moi, mes enfants, quand ils vont arriver à l'école puis qu'ils vont avoir 12 ans puis que mon fils va me regarder, il va me dire « Maman, je veux devenir YouTuber », je vais comprendre qu'est-ce que ça veut dire, ça. Il n'y aura pas besoin de me l'expliquer parce que j'aurais été la première génération à avoir consommé ce contenu-là. Puis c'est la même chose pour toi quand tu dis « J'ai pas besoin d'expliquer à mes parents c'est quoi la télé ». Ils en consommaient eux-mêmes, tu sais. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir un switch qui va se faire naturellement, là. Mais je suis très content de voir et remarquer que nos propres parents, voire grands-parents, consomment de plus en plus du contenu sur les réseaux Vraiment. sociaux. Ben, bien sûr. Tu sais, moi, vous avez trouvé ça cute, mais mon père et ma mère, ils ont genre une petite sieste commune qui se font devant la télé sur le sofa. Et ils ont leurs YouTubers qui suivent. Je pense que c'est des Afghans qui font de la cuisine. Ils trop cute. s'endorment sur leurs Afghans qui font de la cuisine dans la montagne. C'est excessivement cute. Oui, oui. Ah oui. Ils sont abonnés à une chaîne d'Afghans, des vieux Afghans qui sont filmés par leur fils. Très bonne qualité de vidéo. No comment. Ils parlent pas dans la vidéo. C'est vraiment juste. Ils filment les poivrons en train de se faire cuire. Le barbecue et tout. Puis, tu sais, des fois, je suis à la maison comme ça. Je monte, je me fais un café. Là, je les vois, sont endormis en sieste devant leur YouTuber afghan de 65 ans filmé par leur fils. Je suis comme, waouh, c'est des créateurs de contenu. Donc, de plus en plus, les contenus sont consommés par des gens plus vieux, par des gens qui ont leur propre goût, leurs propres intérêts. Puis, de plus en plus, ça va être ça, je pense. De plus en plus, on va démocratiser l'accès au contenu en ligne. Puis ça va être comme, hey, entre la télévision puis mettre YouTube à la télé pour faire ma sieste. Parlant YouTube. de ça, excuse, j'ai une question. OK.
qu'est-ce que tu penses de la création de contenu pour intégrer la communauté scientifique? Tu es une des premières personnes qui a fait des vidéos, là, si je me trompe Ça a pas. été médité d'avance, cette question-là. C'est trop beau comme question. C'est un vrai... c'est-à-dire, nous, dans l'association, c'est une question qu'on se pose en ce moment. Comment on fait pour amener les différents joueurs qui auraient intérêt à faire de la création de contenu à aller faire de la création de contenu, dans le sens où les artistes pourraient prendre leur guitare, aller sur le web et devenir créateurs de contenu artistique. Je trouve que c'est un peu la même chose pour les scientifiques, puis tu es quand même dans une bonne position pour nous parler de ça. Comment tu vas Un honneur, cette question. Je vous remercie. C'est très, très cool. Première fois qu'on me pose une question qui fait un si beau pont entre, effectivement, mon intérêt pour les sciences puis les réseaux sociaux. Je pense que c'est une plateforme idéale pour les scientifiques, pour les vulgarisateurs scientifiques, pour tous ces gens qui ont une passion pour les sciences. Pourquoi? Parce que ça donne accès à une audience nichée qui a un intérêt à apprendre. Et même, monsieur, madame, tout le monde, c'est comme si tu avais un portail direct vers une audience de rêve que n'importe quel vulgarisateur scientifique n'aurait pas eu aussi facilement en 1963. Donc, c'est un pouvoir. C'est un pouvoir. Moi, du jour au lendemain, je peux faire une vidéo qui explique la deuxième loi de Newton, la troisième loi de Newton, puis venir informer le monde en faisant des personnages, en faisant... C'est fou. On ne pouvait pas faire ça en 1963. C'est aujourd'hui, c'est possible. Tu n'as pas besoin de faire tes preuves dans le journalisme scientifique. Tu n'as pas besoin de faire ta place en tant que vulgarisateur à la télévision. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est faire confiance à ta plateforme, faire confiance en ce que tu fais, te lancer. Donc, comme tu l'as dit, que ce soit pour les guitaristes ou que ce soit pour un chanteur ou que ce soit pour quelqu'un qui fait des sudoku avec une petite lumière tamisée dans son sous-sol, tout contenu sur les... Avoue que ça serait un bon concept. J'ai vraiment aimé la C'était précision très de cool. ça. c'est comme ASMR 2.0. Watch me do Sudoku online. On fait ce concept-là à 3? 33,33%. C'est vraiment ça. C'est bon. Non, mais les vulgarisateurs scientifiques, définitivement, les plateformes en ligne, ça leur donne cette porte-là. Et c'est pour ça aussi que de plus en plus d'émissions que je fais à la télévision essaient d'avoir aussi leur livrable publié sur Internet. Je suis collaborateur scientifique principal à l'émission Télé-Québec Lucas et Léo. Je ne sais pas si vous connaissez. J'ai entendu, mais je connais pas plus que ça. Tu en parles juste un peu pour les gens qui connaissent pas? Ouais, dans le fond, je suis le collaborateur scientifique principal de Lucas et Léo. Donc, chaque fois, c'est comme un peu les deux animateurs qui se promènent, apprennent des choses, font des missions, puis au final, ils apprennent des choses. Puis quand ils ont besoin d'un complément scientifique, je suis comme le monsieur science qui vient expliquer plus en détail qu'est-ce qu'un phénomène. Donc, j'adore ce mandat-là. C'est vraiment cool. J'ai aussi adoré le mandat de Mission Mission. On a fait 4 saisons. C'était ma propre émission de vulgarisation scientifique pendant que j'étudiais en ingénierie aérospatiale. Je fais aussi le guide de survie des débrouillards à Radio-Canada. Je ne sais pas si vous connaissez Les Débrouillards, le magazine Les Débrouillards. On a grandi avec ça. Donc, tous ces mandats-là, ils essaient de publier sur les réseaux sociaux. Font des petits livrables fun sur Internet, essaient de faire rayonner leurs émissions sur les réseaux parce qu'ils ont compris qu'au final, OK, bon, on a une émission de télé, mais il y a une bonne partie de notre public ils scrollent à chaque jour, sont sur les réseaux. Pourquoi est-ce qu'on cracherait sur cette opportunité-là? Donc, de plus en plus, on a cette ouverture des médias traditionnels aussi à savoir, hey, c'est toute une audience qu'on a, gratuite, accessible facilement. Fonçons, tu sais. À ce jour, là, automne 2024, ta plateforme de prédilection, c'est quoi? OK, mettons tes deux. C'est pour ça, c'est sûr, si tu dis les deux, ça devient évident. Tout le monde va dire TikTok, Instagram Reel. Pourquoi? Parce que ça donne accès algorithmiquement parlant, de manière algorithme, à une audience beaucoup plus rapidement. Et donc, moi, j'ai toujours dit... Moi, j'ai vécu tout ce voyage-là de plateforme dans le temps. Là, YouTube, Facebook, Snapchat, TikTok. Je les ai toutes vues, j'ai dû adapter mon contenu. J'ai toujours dit aux gens, moi, je vais choisir là où l'audience est la plus grande. Je vais choisir là. Pourquoi je choisirais volontairement de parler à moins de monde si j'ai quelque chose de fun, de drôle, d'intéressant à présenter? En ce moment, selon ce que je vois, selon mes analyses, selon mes observations, TikTok a une portée qui est assez impressionnante. Instagram Reel aussi. Il demeure qu'il faut comprendre comment ces algorithmes-là fonctionnent. C'est des algorithmes qui sont différents aussi. Mais si je peux répondre à une question plus intéressante encore, ça a été quoi ma plateforme préférée à travers le temps? Facebook. Ben oui. Facebook. Définitivement. Facebook, rares sont ceux qui ont eu la chance de découvrir son potentiel exponentiel incroyable, mais je peux vous garantir quelque chose. C'était plus puissant que TikTok. Moi, toute ma business vient de là.
Ça fait 6 ans, j'ai mon entreprise, j'ai investi 0$ en marketing. Ça vient tout de Facebook. Tu faisais des vidéos à tous les jours aussi. Facebook était Ouais. excessivement puissant. Pourquoi? Parce que TikTok, la manière que son algorithme fonctionne, il place des points de test sur la map et il fait du testing. Comme ça, il teste à différentes niches. Puis, exemple, sur les 10 premières vues, il voit c'est quoi le taux de succès, le taux d'engagement. Puis ensuite, exponentiellement parlant, il essaie de présenter à 100 personnes. Puis il essaie de présenter à 500 personnes. Puis à 1000, 10 000, 100 000. Et donc, c'est pour ça qu'un créateur de contenu, des fois, il va faire une vidéo, il va avoir 100 vues. La première soirée, il va être comme ça n'a pas fonctionné. Le lendemain, il se réveille, puis la vidéo, elle a 15 000 vues. Puis 2 jours après, rendu à 160 000 vues. J'ai des vidéos comme ça sur TikTok qui sont passées de 100 vues à 1 million de vues en 3 semaines et j'ai jamais compris pourquoi. Mais pourquoi Facebook est plus puissant que TikTok? C'est que TikTok place des points répartis sur la map. Facebook fait grandir ce point localement. Et donc, en tant que créateur de contenu, ça te permet de te faire reconnaître sur le territoire dans lequel tu es imprégné. Avoir 300 000 abonnés sur TikTok répartis sur 3 continents différents, incluant l'Europe, incluant, même pour les gens qui font du contenu anglophone, c'est vraiment international, donc c'est dilué sur beaucoup plus de territoires différents. Mais sur Facebook, tu faisais une belle vidéo francophone québécoise qui fonctionnait, tu peux être certain que les 100 000 abonnés que tu as eus, Ils étaient dans habitent le tout à quartier. Laval. Ils sont tous là. Ouais. C'est pour ça que moi, il y avait des clients qui m'ont approché, je dirais, mes premiers contrats rémunérés 2017-2018, ils étaient impressionnés par mon 99,9999% québécois. Même sur YouTube. Parce que je prenais mon audience sur Facebook, je l'envoyais sur YouTube, je l'envoyais sur... Donc, j'étais un des seuls créateurs de contenu, et je dis bien un des seuls qui dépassait le 95% de démographie québécoise. Local. Parce que tu prenais d'autres créateurs de contenu très talentueux. Je prends Cynthia Duluth, qui était très, très grande il y a 10 ans. Tu prends Thomas Gauthier. Tu prends Emma... Pourquoi je me rappelle pas son nom? Emma... Elle avait les cheveux rouges à l'époque. Emma... Une certaine Emma qu'on va rechercher après le podcast. Tous des créateurs de contenu très, très, très populaires, mais ils avaient une bonne partie de leur public qui était francophone. Puis, tu sais, pour les brands, c'est pas pertinent dans le sens où on sait tous que le marketing nord-américain, c'est Québec puis le restant. Fait que quand tu as une clientèle ou une audience qui est vraiment locale, québécois, pour ceux qui targetent ça spécifiquement, c'est high value, là. Ouais, Vraiment. parce que si tu as une bonne partie de ton public qui est... tout à l'heure, je me suis trompé, j'ai dit francophone, mais dans le sens francophone en France, là, en France, Belgique, etc. Quand tu es de l'autre côté de l'Atlantique, certains clients, pour eux, c'est très bien de rayonner ailleurs, mais c'est pas nécessairement, dans leur stratégie de marketing, de diffusion actuellement, d'aller rejoindre cette audience-là. Donc, bref, Facebook, moi, ça a été ce pouvoir, ce vecteur pour venir chercher du monde à partir de un point. Mes amis, qui partagent à leurs amis, qui partagent à leurs amis. C'est vraiment une courbe exponentielle qui part de un point. Moi, jusqu'à aujourd'hui, je trouve c'est excessivement puissant. Excessivement puissant. Tu veux-tu faire un petit... je pense qu'on approche de la fin déjà. Ouais, Ça passe ben, trop vite. Ça c'est- passe trop ouais. vite quand on s'amuse. Ça passe trop vite. Mais je sais pas si toi, tu voulais faire comme une dernière question, si toi, t'avais un mot de la fin. Moi, je vous laisse... Ouais, on regarde parce qu'on avait préparé quand même des questions pertinentes. On l'a pas toutes Je vous passées ai au amené travers. ailleurs, hein? J'ai Mais pas c'est respecté parfait le script, parce hein? que suivre un script, on s'entend que c'est quand même assez boring. Puis je pense qu'on est allé explorer d'autres choses qu'on voulait pas explorer nécessairement, mais que c'était parfait parce qu'on n'avait pas prévu d'explorer plutôt. Je reprends mon mot. Ouais, exact. Mais y avait-tu quelque chose que tu voulais rajouter à... Ben, pas vraiment. Ben, dans le sens où, quand je t'avais posé un peu les questions avant, tu m'avais dit que ton plus grand rêve, ça serait d'avoir une émission scientifique. Mais est-ce que c'est pas déjà ça que tu fais? Avec Télé-Québec, Radio-Can. C'est un bon point. Je vise plus. Et je suis très content de ce que j'ai en ce moment, mais j'ai un rêve, ce serait vraiment d'avoir ma quotidienne scientifique à mon nom. OK. En fait, Genre moi, Novo Info, là, comme Ouais, le exact. Fit Cook, il a son émission. Là, de... Exactement, parce qu'en ce moment, les émissions scientifiques que je fais, ça permet de répondre à une demande du jeunesse. Ah oui, de OK, c'est très curiosité. jeunesse, c'est vrai. Ça me permet aussi de faire des interventions pour les adultes à d'autres émissions, comme je fais beaucoup d'interventions scientifiques à On va se le dire. La dernière fois que je suis allé à On va se le dire, c'était pour l'éclipse du 8 avril dernier. Donc, Ah ben oui. d'expliquer comme ça la science à des gens qui sont pas juste jeunesse, des adultes, etc. C'est super intéressant, mais j'aimerais ça pousser plus loin, d'avoir un public général, autant jeunesse, famille, adulte, pour discuter des sciences, pour vulgariser, démocratiser l'accès à la science. Ça, c'est compliqué quand même. Ça, il faut que je fasse encore mes preuves. Et je suis très fier de ce que j'ai construit jusqu'à présent, mais de réussir à construire cette émission-là, recevoir des invités, des créateurs de contenu, recevoir des personnes de notoriété, puis faire des défis. Juste avoir cette
émission de science qui est imprégnée dans la société québécoise. Ça serait un rêve. Je travaille encore là-dessus. On va y arriver. Et puis voilà, je vous tiens au jus aussi là-dessus. Oui, puis juste pour rapper là-dessus, peut-être qu'on va utiliser ça même dans des cours. Moi, je me rappelle que en histoire, j'ai déjà vu des capsules de l'Histoire nous le dira. Peut-être qu'on va voir Massy, le scientifique, qui va venir t'expliquer la bio secondaire 3. Sincèrement, si ça arrive, tu peux être certain que je vais être heureux. Ouais. On Excellent. va pouvoir se recevoir dans quelques années, puis tu vas pouvoir nous expliquer comment ça se passe, ça. Oui, c'est ça. On est bien. Ben, merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci à Merci toi. beaucoup pour cet honneur de m'avoir permis de parler d'un profil qui est un petit peu atypique. Je ne suis pas juste venu ici pour vous parler de juste les vidéos ou de juste ci ou de juste ça. Vous m'avez permis de vraiment ficeler des questions et des réponses dans quelque chose de vraiment le fun et polyvalent. Donc, je vous remercie pour cet honneur-là. C'est gentil. Merci beaucoup d'avoir été avec Merci. nous. Ouais, merci à toi.